Donc, Yasmine qui va se présenter. On va se présenter tous les deux d'abord et ensuite le reste de nos intervenants. Bien, bonsoir à tout le monde, je suis avec vous aujourd'hui. Je vais partager ce moment important, je pense que tout le monde depuis ce matin et encore demain. Je suis la présidente du Rotary Saint-Martin-Nord et nous sommes partenaires donc, de cette action concernant la violence conjugale. Donc on est là pour soutenir cette action auprès du Dr Ted et toute son équipe et tous les dégâts qui sont là. Voilà, merci. Voilà, moi je suis Monsieur Génovese, je suis le président de l'association Trait d'Union et j'ai la double casquette, je suis aussi délégué du procureur. Voilà, donc on va laisser se présenter chaque intervenant. Qui veut commencer? Allez, je suis juriste pour l'association Trait d'Union depuis 9 ans. Très bien pour lui, c'est Joachim Ben-Mokhtar qui est juriste à l'association, donc c'est mon collègue. Et donc, voilà, donc moi je suis Jessica Iorio, psychologue clinicienne spécialisée en psychocriminologie et victimologie. Bonjour, je m'appelle Priscilla Gazon, je suis intervenante sociale donc, au sein de l'association des liaisons dangereuses détachée pour la gendarmerie de Marseille. Bonjour, docteur Fabien, donc responsable service des hôpitaux de Saint-Martin. Bonjour, je suis Aude Régie, directrice du Menton Saint-Martin, centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Cette table ronde, en fait, va traiter du sujet, particulièrement de la prise en charge de toutes ces personnes qui sont dans le besoin, dans des éléments difficiles. Donc je vous laisse la parole. Vous avez 10 minutes chacun, en fait. On sera là pour vous rappeler quand même un peu. Moi je vais faire moins de 10 minutes parce que j'ai hyper mal à la gorge. Donc le travail en tant que juriste, quand je reçois la victime, c'est en particulier de la sortir de l'isolement et de lui montrer qu'elle va avoir des armes juridiques pour se défendre. Donc souvent la victime s'inquiète vraiment de démarrer une machine judiciaire pour traiter de son cas. Donc j'essaie de la rassurer et de lui montrer qu'elle a plusieurs options et que ça ne va pas déclencher quelque chose d'irréversible. Donc je suis là aussi pour la rassurer et lui montrer qu'elle est en France, qu'elle est dans un état de droit et que ce qui prime dans le droit français, c'est le respect de la dignité humaine. Et en tant que femme, elle a un accès privilégié à ça. Une fois que j'ai fait mon travail d'orientation juridique, j'oriente soit sur le plan social, parce que souvent elles ont des difficultés financières, soit sur le plan psychologique, donc vers ma collègue Jessica. Voilà. J'enchaîne. Donc effectivement, j'accompagne les femmes victimes, pas que de violences conjugales. Il faut savoir aussi que dans l'association Trait d'Union, il y a aussi Castanel, excuse-moi bien, qui intervient. Donc sachez par rapport à une préoccupation que j'ai vue, je peux même vous donner mon numéro dès à présent, si vous avez la moindre situation où vous avez besoin d'avoir un interlocuteur et d'orienter. Donc ça c'est pour une patiente, il n'y a pas de souci, je peux vous donner mon numéro. Si vous avez pas noté, je vous le donne maintenant. C'est le 06 96 77 84 88. 06 96 77 84 88. Sachez également que j'ai entendu également une autre préoccupation qui est quand on est professionnel, qu'est-ce qu'on fait avec la problématique? Des fois on a besoin d'en parler, on est un petit peu coincé. Sachez également si vous avez besoin, vous pouvez nous appeler alors sous ce créneau du mercredi matin. Le mercredi matin c'est un temps qu'on peut vous mettre à disposition. Vous pouvez également me solliciter, ça j'adore faire ça donc il n'y a pas de souci. Bon, si vous avez besoin d'un éclairage psychocriminologique ou quoi, vous n'hésitez surtout pas à me solliciter. Voilà. Donc moi dans ma pratique, donc, je reçois les victimes. En fonction de l'état et du niveau de prise de conscience qu'elles ont des actes qu'elles ont subis, j'échange avec la personne. J'utilise beaucoup un outil qui s'appelle l'historiogramme. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est des victimes, donc elles ne sont pas forcément conscientes qu'elles sont victimes. Et bon, ça on l'a vu ce matin. Après, une fois qu'elles sont conscientes, il y a la prise de décision et après le fait de mettre des choses en action, tout ça. Et je me sers beaucoup d'un outil qui est l'historiogramme. En fait, c'est comme une frise chronologique où je les invite à marquer ce qui fait événement chez elles. Par exemple, dans un cas de violence conjugale, on va se centrer sur sa relation à l'homme.
On va retracer par exemple toutes ces histoires qu'elle a eues, depuis son entrée à la sexualité ou pas. Et en fait, en positionnant les choses sur papier, ça lui permet de prendre de la distance avec son parcours. Et c'est comme si finalement son parcours de vie était un petit peu cartographié. Et ça lui permet de voir finalement comment les choses elles se sont articulées. Parce que l'objectif derrière, c'est également qu'elle apprenne à se protéger. Pas qu'elle soit dans une dynamique de répétition, qu'elle continue à se victimiser dans la relation d'après. Donc voilà, et donc après, j'explique aussi à mes patients le phénomène de l'emprise et le phénomène du traumatisme, parce que dès qu'on pose des mots sur ce qu'elle vit, déjà ça les rassure parce qu'elles se disent qu'elles ne sont pas folles. Ça les rassure aussi de savoir que c'est la conséquence normale de la violence. Et du coup, ça crée une relation de confiance et ça participe au fait qu'elle peut mettre des choses en œuvre de façon très concrète pour s'extraire de cette problématique. Également, dans l'accompagnement, je les invite aussi notamment quand il y a des enfants, à réfléchir sur la dynamique d'instrumentalisation sur l'enfant. Toujours dans l'objectif de se protéger, de protéger aussi son enfant. Et comme dans ma pratique, j'ai été amenée à prendre en charge également des agresseurs, je travaille aussi avec elles sur l'éclairage, de leur expliquer comment ça fonctionne pour qu'elles prennent de la distance avec si leur pose souci. En gros, voilà. Voilà, et juste un dernier point que je fais également avec elles, c'est leur apprendre à repérer leurs émotions et leur apprendre à poser des mots, à les verbaliser et à en tenir compte en fait, apprendre à tenir compte de ses propres besoins. Donc voici en gros de façon concrète ce que je propose aux victimes. Voilà. Donc pour moi, en tant qu'intervenante sociale en gendarmerie, une mission, ce sont d'accompagner les femmes, les victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Après, c'est vrai que dans le public que j'accompagne, pour ce qui est des violences conjugales, généralement ce sont plus des femmes. Voilà. Donc moi, je suis détachée pour la gendarmerie, comme j'ai pu le dire, donc ce qui fait que mes interventions sont dues à la réception des comptes rendus de service, par laquelle après je prends contact, à partir de là je prends contact avec les victimes et je leur propose un accompagnement. Donc ça ne marche pas du tout comme convocation, elles ont le choix d'accepter ou non. Il n'y a pas forcément une procédure judiciaire. Donc justement, moi, à partir de ce moment-là, je les accueille, je les écoute, je fais mon recueil de données pour avoir évalué leur situation dans la globalité, parce que ça peut très bien être le problème de violence conjugale peut découler de d'autres problématiques, comme la problématique de logement, problème économique, le lien, tout ce qui est lien parent-enfant, donc interconnexion dans la famille, au sein de la famille, bien sûr privé. Et à partir de ce moment-là, j'oriente. Et avant une orientation, donc je développe avec la personne un plan d'action. Donc avec elle, suite à une analyse que j'ai faite synthétiquement pendant justement nos échanges. Donc, tout est pris en compte lors de l'entretien. Les gestes, je pense que c'est important de le souligner dans la prise en charge, que l'écoute empathique, active et tout ce qui est communication non verbale est très intéressante et importante à prendre en considération, parce que les gestes, la personne va soutenir la personne, l'usager, du moins la victime, vont pouvoir montrer que soit elle n'est pas à l'aise, soit justement il y a une demande implicite, et tout ça c'est des choses à prendre en considération pour pouvoir ne pas louper ce qu'elle veut nous dire, ce qu'elle veut nous dévoiler, et pour lequel elle a des difficultés à exprimer. Donc à partir de ce moment-là, je l'oriente vers les partenaires qui sont tous présents. Donc généralement c'est plus vers l'association Trait d'Union, puisque c'est une équipe pluridisciplinaire, les gens se connaissent, ils se sont déjà présentés, mais c'est vrai que ça touche différents volets, et voilà, donc généralement ça se passe comme ça. Et je voulais faire
passer donc, un clip de solidarité femmes voilà, qui montre que justement quand on accompagne, bien que ce soit dans l'émission, ce soit un accompagnement sur le court terme et puis sur de la relation d'aide, il n'y a pas vraiment le côté administratif. Donc dans un premier temps, c'est quelque chose qui vient après, comme j'ai pu le dire, en raison des problématiques qui accompagnent celle des violences conjugales. Mais du coup, voilà, une fois qu'elle rentre chez elle, c'est victime, on ne sait pas trop ce qui se passe, on n'a pas de visu sur qu'après un accompagnement, une proposition d'aide, donc voilà, une rencontre avec un professionnel, la victime n'est pas forcément en sécurité. Voilà, donc, justement, quand on rentre chez elle, c'est là d'attendre. Raconter un petit peu la difficulté de la prise en charge qu'on rencontre et du manque de sérénité, c'est pourtant l'élément nécessaire pour une prise en charge d'une patiente victime changement ou victime d'agression. Donc difficulté de prise en charge que tout le monde connaît pour y avoir déjà passé au moins une fois dans sa vie, les urgences, l'ambiance qui règne au quotidien, le flux, le manque d'intimité, le manque de points calmes posés, le manque d'écoute aussi de temps en temps, effectivement, on connaît. Donc voilà, la difficulté est déjà là. On est en premier plan, si vous voulez, par rapport à ça. Après, une fois que la patiente a été amenée par les forces d'autorité, on est les premiers interlocuteurs et on va être les premiers correspondants par rapport à ça. Les victimes arrivent, elles sont dans un état, on va dire, d'effervescence liée à ce qu'elles ont vécu, ce qui est bien compréhensible, évidemment. Il y a une effervescence qui vient surajouter déjà à ce que l'on vit au quotidien aux urgences et qui rajoute encore un degré de stress et à l'équipe et à la personne et aux forces qui l'accompagnent, voilà, qui n'est pas du tout serein pour la prise en charge. Cette effervescence, le délai d'attente font que tout le monde connaît la structure de l'hôpital de Saint-Martin, les attentes dans le couloir, au milieu de tout le monde, à côté du petit papier qui vomit, à côté du gamin qui hurle, enfin, voilà. Et ça peut durer plusieurs minutes, plusieurs grosses minutes, des fois avant qu'on arrive enfin à libérer un box où on peut espérer pouvoir faire notre travail sereinement. Seconde difficulté, effectivement, une fois qu'on a réussi enfin à trouver un box, il va y avoir la phase de, avant même de commencer un interrogatoire, une prise en charge, un examen clinique et la rédaction d'un certificat, il faut déjà s'accorder un temps nécessaire pour que la victime puisse se poser, se calmer et avoir un travail de mise en confiance. Travail de mise en confiance qui va prendre aussi également pas mal de temps, donc avec un personnel qui est toujours sous pression et pas foncièrement à 100% à disposition par rapport à cette patient. Et donc, ça perd du temps, c'est fastidieux, c'est chronophage, effectivement, il faut le dire. Et après, il y a aussi le fait que malheureusement, c'est souvent des femmes qui sont victimes d'agression et on y a une fraction des médecins et des infirmiers ou infirmières qui sont des hommes. Donc avec un contact qui est quand même un petit peu compliqué, et on comprend bien aisément qu'elles préféreront plus facilement se confier à un personnel féminin. Donc il faut également prendre le temps, se poser, mettre la personne en confiance, commencer une verbalisation effectivement de ce qu'elles ont vécu. Après, tranquillement et sereinement, on essaie de reprendre l'interrogatoire, de confronter à ce que effectivement nos amis de la gendarmerie ou de la police territoriale ont pu eux-mêmes récupérer comme élément, et qui va essayer d'élaborer
une anamnèse totale de l'histoire pour après essayer nous-mêmes de faire notre travail. Parce que notre implication dans cela est quand même, il y a une partie médico-légale, on est tenu de rédiger le certificat, donc on ne peut pas se fier à 100% sur l'interrogatoire de la patiente, on va falloir que ce soit confronté à l'examen clinique au demeurant. Donc voilà, encore, c'est aussi une difficulté. Toujours dans ce climat de non-sérénité, toujours dans ce climat de pression, parce que malheureusement, on comprend volontiers que la personne qui vient est traumatisée, que pour elle c'est quelque chose de particulièrement grave, invivable, et nous, on est confrontés au fait que, à côté de ça, il y a d'autres patients qui arrivent, il y a d'autres urgences qui peuvent arriver, effectivement, et que, voilà, on est traditionnellement de 3 médecins très exceptionnellement urgents, et que, il faudrait pouvoir se dégager minimum une demi-heure, une heure et demie, précisément. Et techniquement, c'est absolument irréalisable. Donc après, effectivement, il y a la partie interrogatoire, comme je vous l'explique, fait premièrement par l'infirmière, secondairement révalidée par le médecin. Après, il y a la phase de l'examen clinique, où on ne peut rédiger notre certificat médical que sur des constats cliniques. Voilà. C'est des fois très mal compris. Elle nous allègue, pourquoi pas, on est tout à fait dispensable ou pas, telle ou telle conclusion, tel ou tel coup. Pour autant, cliniquement, on ne constate pas ou pas. Donc on ne peut pas non plus tout étaler sur un certificat. Comme je vous le disais, notre responsabilité est engagée par la suite. Une autre difficulté, effectivement, si d'aventure il y a eu des agressions d'ordre sexuel, nous ne sommes que urgentistes, donc il nous est invité dans le meilleur des mondes de ne pas commencer à faire des investigations sur les organes génitaux, se référer plutôt donc, à Charles Organe, qui est le médecin et gynécologue et légiste sur Saint-Martin, avec une disponibilité que tu offres comme tu peux l'offrir, heureusement. Encore un retard de prise en charge, la victime est toujours aussi stressée, toujours aussi demandeuse, elle aimerait finir avec ce moment vécu particulièrement stressant, traumatisant, dont elle ne voit pas la fin, donc elle ne comprend pas la finalité au final. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont déroutants, stressants pour la patiente, stressants et déroutants pour l'équipe soignante. Bon, on en arrive après à la rédaction de ce fameux certificat, qu'on confie encore une fois à nos amis gendarmes à la police territoriale. Certificat, donc il faudrait rédiger, je pense que vous l'avez évoqué ce matin, plutôt dans l'après-midi, avec la définition d'un ITT. Un ITT dont il faut se méfier particulièrement. On nous a appris ça depuis tout petit, effectivement, parce qu'on est confronté de temps en temps, après en dans le cas d'un procès, justement à pouvoir défendre cette notion d'ITT qu'on avait voulu apposer sur ce certificat. Et après, on se retrouve encore, vous allez dire quelque chose, mais c'est encore une difficulté, c'est comment on organise la suite de la prise en charge de ces patients. On est dans un service d'urgence, dans un petit hôpital, où de toute façon le service de psy ne voudra pas prendre en charge parce que ce n'est pas une affection psychiatrique, où le service de médecine, ma foi, ils sont de toute façon pleins comme un œuf, comme j'avais le 31 décembre, donc techniquement on ne pourra pas prendre en charge. On comprend volontiers le caractère difficile d'un retour à domicile de la patiente, et effectivement on aimerait, ça fait partie des vœux, on aimerait pouvoir avoir un lieu, une salle, un lieu de repos ou un lieu d'accueil pour la patiente sur une journée, sur une douzaine d'heures, de façon à ce qu'elle puisse se poser, réfléchir un petit peu comment s'organiser la suite, qu'elle puisse être vue par une assistante sociale. Bon, ça malheureusement, on n'a pas ce qu'il faut sur le faire par rapport à ça. Donc voilà, après notre quotidien, parce que malheureusement c'est quotidien ici à Saint-Martin, il ne se passe pas un jour sans qu'on ne soit pas confronté à ça, et pour autant, voilà, toutes les difficultés que cela pose à chaque fois. Je passe à là. Donc moi je vais parler au nom du Manteau. Donc le Manteau est un centre d'hébergement et d'insertion sociale, c'est un accueil de jour et c'est aussi un espace d'écoute d'information pour les femmes victimes de violences. Donc cet espace écoute information, certains le connaissent, certains ne le connaissent pas. Je vais faire un petit peu l'histoire. En 2013-2014, que la préfecture s'est rapprochée de nous pour qu'on puisse créer, parce que la volonté était de s'occuper des femmes victimes de violences. Donc on a créé l'espace écoute information. On a dans un premier temps loué un appartement sur Concordia où l'assistante sociale et la monitrice éducatrice faisaient des permanences pour les femmes victimes de violences 2 à 3 fois par semaine, mettaient des groupes de parole en place, mettaient des groupes d'estime de soi. Au niveau des financements, on a eu quelques financements au niveau de la déléguée des droits des femmes et d'une association de Guadeloupe, Force, pour nous aider dans l'allocation de ce local.
Sauf que les financements ne suivent pas, on s'est épuisé, on a dû rendre le local, donc il n'y a plus d'espace écoute information dans un local dédié aux femmes victimes de violences. Donc on a ramené ce local au Manteau Saint-Martin. Manteau Saint-Martin qui est quand même connoté un peu négativement, sachant qu'on reçoit les SDF, les personnes en situation de précarité. Donc quand on est une femme victime de violence, on n'a pas forcément envie d'aller au Manteau Saint-Martin. Certes, le local est au Manteau Saint-Martin, donc le lieu dont vous parlez, où une femme peut venir, soi-disant, pour venir se reposer, prendre du recul, discuter avec une assistante sociale, une monitrice éducatrice, se trouve dans la théorie et dans la pratique au Manteau Saint-Martin. Dans les faits, c'est difficile pour une femme victime de violence de venir au Manteau Saint-Martin. Dans la pratique, on a quand même, au niveau des entretiens, un bon pourcentage de femmes victimes de violence. On ne les détecte pas de suite, mais c'est à force qu'elles viennent au niveau des entretiens que les travailleurs sociaux se rendent compte que c'est une femme victime de violence. Donc quand c'est une femme victime de violence, donc après elle est détectée et si elle a de la chance qu'elle veut quitter le mari et qu'elle a de la chance qu'on a des places au niveau du Manteau Saint-Martin, elle peut être hébergée au Manteau Saint-Martin. Si elle n'a pas de chance, elle n'est pas hébergée, elle fait partie de l'accueil de jour. Sauf que la solution pour la dame, c'est de partir du domicile et d'être hébergée. Et ça, sachant qu'on a que 12 places, c'est difficile de répondre à toutes les demandes. Donc j'ai régulièrement des appels de l'hôpital, de la PMI, de Trétunion ou de la gendarmerie le samedi soir me disant qu'ils sont une femme victime de violence. Mais je ne peux pas répondre à ces appels. Donc on laisse les femmes partir, aller dans la nature. On ne sait pas trop ce qu'elles deviennent parce qu'après, au niveau de l'accueil de jour, elles ne vont pas forcément venir. Si la dame est hébergée, nous ce qu'on peut lui proposer, c'est une réponse aux besoins primaires, un accompagnement au niveau administratif et des groupes de parole et des ateliers sur l'estime de soi, ou des ateliers de couture, des ateliers de réinsertion qu'on a en Manteau. Après, on a un travail d'orientation, donc on travaillait beaucoup, parce qu'il y a quand même avant Irma et après Irma. Donc, on travaillait beaucoup avec le CAP au niveau de la psychologue. Maintenant, on travaille pas mal avec Trait d'Union, puisqu'on vous envoie aussi vers des femmes vers vous. Mais ce qui est difficile, c'est que ce que l'on propose, c'est pas assez pour englober toutes les problématiques des femmes victimes de violence. Sachant qu'une femme victime de violence, souvent, c'est une femme qui n'a pas de travail, qui n'a pas de papier, qui n'a pas une indépendance financière. Donc, on a beau faire tout ce qu'on veut, souvent, ça aboutit à pas grand-chose. Si elle a de la chance d'être hébergée, on va l'héberger, le travail va être long, mais elle va prendre la place d'une femme elle va prendre un lit pendant très longtemps. Ça peut durer de 6 à 1 an parce qu'il faut refaire les papiers, il faut chercher un travail, il faut chercher un appartement. Donc c'est assez compliqué et c'est assez long. Donc il n'y a pas du tout de turnover au niveau de l'hébergement au niveau du Manteau. Donc c'est assez compliqué. Sachant qu'aussi, pour une femme victime de violence, dire qu'elle est victime de violence, connaissant la promiscuité dans laquelle on vit sur le territoire, c'est très difficile puisque on ne peut pas les cacher. On n'a pas d'appartement pour les cacher. On n'a pas, même au Manteau, si elle vient qu'elle est hébergée, oui, on a un surveillant de nuit, mais le mari, quand il débarque la nuit avec un couteau, une arme à feu, et en surveillant de nuit, il n'a rien du tout, c'est assez compliqué. Donc on travaille quand même avec la gendarmerie qui font des rondes régulières. Vers le Manteau, ça reste compliqué. Et comme disait Laurence, quand il y a une femme victime de violence qui arrive au Manteau, je me dis, ça va être compliqué. C'est l'angoisse, franchement, parce que c'est un public qui est vraiment très particulier et c'est un dispositif particulier qu'il faut offrir à ces femmes. Et on n'a pas, même si on a espace écoute information au Manteau, mes salariés ne sont pas forcément formés à accueillir une femme victime de violence. On le fait parce qu'on nous a demandé de le faire, parce qu'on a eu quelques financements pour le faire, mais tout le processus psychologique d'une femme victime de violence est vraiment spécifique et je pense que c'est un personnel formé et adapté qu'il faut avoir. Il faut avoir une structure adaptée aussi. Donc inventer des choses. Je pense qu'on a l'exemple de la Guadeloupe, de la Martinique, de la métropole. Je pense qu'on peut savoir ce qu'il y a à mettre en place sur le territoire. Le problème, c'est économique.
c'est les financements, c'est économique. Quelle est la volonté des pouvoirs politiques? C'est le nerf de la guerre, j'ai envie de dire. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. On travaille beaucoup en transversalité parce qu'on se connaît les uns les autres. On sait que quand on n'a pas de solution ou on cherche des solutions, je vais appeler Trédunion, on va appeler le manteau pour un hébergement. Mais au final, qu'est-ce qu'on propose vraiment de concret pour les femmes victimes de violences? J'ai envie de dire des petites choses, mais pas grand-chose par rapport aux problématiques que l'on rencontre pour ces femmes. Donc quand j'ai rencontré Dr Tan et Dr Manguel, ils m'ont trouvé très pessimiste, mais ça fait depuis 2013 qu'on travaille avec les femmes victimes de violences. On avait beaucoup travaillé avec le docteur Famille, on avait essayé de mettre des protocoles en place quand une femme victime de violence arrive. Qu'est-ce qu'on fait, qui fait quoi, comment? C'est les premières paroles que vous avez dit ce matin. Donc on avait décidé que par exemple quand une femme victime de violence arrivait à l'hôpital en week-end, c'était l'hôpital psychiatrique qui l'hébergeait pendant le week-end et après on voyait s'il y avait de la place au manteau ou qu'est-ce qu'on envisageait en travaillant en transversalité avec les autres partenaires. C'est des choses qui se sont essoufflées ou qui a priori peut-être se sont effacées, mais ce sont des choses qui avaient été travaillées mais qui, je sais pas, qui s'essoufflent dans le temps et qui ne fonctionnent pas et qui ne sont pas très... Un protocole entre les partenaires sociaux n'a pas été établi clairement, donc du coup, c'est des choses qui ne vont pas se mettre en place. Parce qu'on a beaucoup réfléchi, on a mis en place avec la CAF une pièce de théâtre, des journées de sensibilisation par rapport aux femmes victimes de violences. Avec l'équipe du manteau, avait créé une pièce de théâtre sur les femmes, sur les violences conjugales, en anglais, en français, en créole, en espagnol, pour que tous les publics soient concernés et que tout le monde puisse comprendre. Mais quand on a voulu un petit peu l'exporter à droite à gauche, on se retrouve avec des freins, non, on ne peut pas être en convention et ceci, ça. Donc tout est difficile, comme quand on reçoit une femme victime de violence, tout est difficile à mettre en place au niveau de ce public-là. Donc je reste quand même positif puisque quand même on est l'une des seules structures, on est la seule structure à héberger des femmes, à accueillir des femmes, à répondre aux besoins primaires, à accompagner les femmes dans leur démarche administrative. Mais ma conclusion serait que, sachant que la loi de 2010 dit que la lutte contre les violences faites aux femmes est une grande cause nationale, sous le couvert de la loi de M. Noël, on disait ça ce matin, c'est que Saint-Martin puisse avoir un dispositif qui accueille les femmes victimes de violences, un dispositif adapté aux femmes victimes de violences avec des professionnels qui soient adaptés. Et est-ce que du coup je peux te laisser la parole? Mais je me présente, Mélanie Hodge, chargée de mission CLSPD, qui est le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance au cabinet du président de la collectivité de Saint-Martin. Et donc, j'avais la nouvelle en conclusion. Le Mont de Saint-Martin, en partenariat avec la collectivité, et il y a un projet d'étude de recolocalisation du manteau de Saint-Martin. Donc, en fait, ça sera une petite pierre portée à l'édifice, mais en tout cas, ça sera un édifice différent que celui d'où travaille le manteau aujourd'hui. Donc, c'est un grand pas finalement pour les victimes de violences conjugales. Voilà, s'il y a des questions à poser. Madame, si je vous en prie. C'est que depuis ce matin, j'entends que il y a des femmes en situation irrégulière. Une précision, c'est que la loi du 7 mars 2016 a posé le principe de renouvellement de plein droit de la carte de séjour temporaire portée vie privée et familiale pour les femmes victimes de violences. Par ailleurs, ce même texte fixe également le principe de la délivrance de plein droit de l'ensemble des bénéficiaires victimes de violences dès lors où il y a l'ordonnance de protection. Et je ne vous raconte pas la difficulté d'avoir la carte de séjour par rapport, alors on a travaillé avec le procureur, je pensais qu'il allait être là sur la table ronde cet après-midi. Par rapport à ça, on n'a jamais réussi à obtenir une carte de séjour. Sauf que la préfecture, dès qu'ils voient qu'une attestation de domiciliation arrive du manteau,
on a souvent des refus catégoriques. Et je suis obligée de me battre, Madame Boutin est partie, mais la difficulté c'est que je suis obligée de me battre pour vraiment faire des lettres et des lettres pour dire cette personne est bien hébergée en manteau, elle a besoin de papier, et la personne... C'est pas ça, je parlais de l'ordonnance, c'est donc qu'il a cette ordonnance de protection de la préfète est obligée de déléguer la carte. C'est pas, ça se fait par une situation irrégulière et elle n'a pas de jugement. On sort de ce cadre. Ça se fait pas, et même c'était dans le sens... Il y a une différence entre les textes de loi et l'application. Il faut le vivre pour le croire. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on ait une caméra dans les réalités pour travailler la section. Mais il y a des textes de loi, effectivement, on peut les connaître, ou d'ailleurs on peut apprendre à les connaître. Mais notre réalité, c'est pas celle-là. Enfin, je crois qu'à un moment donné, il faut entendre aussi notre discours. On ne raconte pas des mensonges, c'est notre réalité. Mais ça la préfecture, on n'a pas de personnes relais. On travaille avec Madame Moulin, la juge des enfants, qui parfois est sensible, et je trouve qu'elle est quand même bien plus. Voilà, je trouve que parfois elle est tellement engagée qu'elle essaie de négocier. C'est une négociation, alors que c'est des textes de loi, c'est la loi qui le dit. Et ben c'est pas appliqué. Enfin, pas si longtemps, je crois qu'à un moment donné, c'est la réalité. Enfin, on est en train de raconter des choses. Hein. Mais ça revient également à ce que je crois que c'est vous, madame, qui disait ça ce matin, par rapport au fait que Saint-Martin est un peu oublié. Et parce qu'il existe beaucoup de choses dans d'autres pays, au niveau de la métropole et en Guadeloupe également, et à Saint-Martin, je ne sais pas pourquoi, au niveau des applications de loi, des moyens, des établissements, il existe, enfin moi je viens d'arriver, et en fait, ce qui nous impacte, c'est qu'on est démunis. C'est comment on peut répondre à la souffrance de ces femmes. Et logiquement, ça fait partie des politiques. Enfin, ce sujet est très important, mais pour autant, où sont les fonds pour créer les moyens qui existent déjà ailleurs, en fait? Ouais, je crois que c'est le plus gros problème à Saint-Martin, c'est le manque de moyens surtout. C'est surtout dû à ça. Parce qu'après les textes de loi, ça arrive aussi bien à Saint-Martin. C'est surtout le manque de moyens. Il faudrait que tout le monde puisse se mobiliser là-dessus parce qu'effectivement ça perdure depuis qu'on est là, depuis près de 2001 et qu'aujourd'hui il y a toujours rien qui est réellement... On a peur de dire ce mot rien, il faut le dire. Hein, c'est ça, on est d'accord, il n'y a rien. Maintenant on parle beaucoup on va dire, de choses qui se voient, des choses visibles, hein, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire on les voit, qui sont battues. Nous à l'hôpital on voit beaucoup de femmes qui vivent vraiment de harcèlement psychique et psychologique chez eux. Et là, c'est encore plus difficile parce qu'elles développent des maladies chroniques. Elles développent aussi beaucoup de dépression et des tentatives de suicide à répétition. Ces femmes-là ont des papiers. Et alors d'aujourd'hui, elles persistent, elles vivent, elles continuent à vivre dans un milieu vraiment où cet homme, on va dire entre guillemets, il faut le dire avec beaucoup de pincettes parce qu'il n'y a pas des pervers narcissiques partout. J'aime bien utiliser ce mot comme si c'était à la mode, mais des femmes qui vivent vraiment un harcèlement psychique constant chez elles et qui se retrouvent à vouloir se tuer ou justement vouloir se suicider avec leurs enfants. On est obligé à l'heure actuelle de les déplacer jusqu'en Guadeloupe pour qu'elles puissent justement se retrouver, pour qu'on ne puisse pas être sous la coupe de ces femmes. Donc je pense que vraiment, ce sont des femmes qui ont des moyens. Donc je pense qu'il faut vraiment leur répéter, à savoir que les violences conjugales, c'est pas tout simplement pour les migrants, hein, c'est pour toutes les catégories socio-professionnelles et elles touchent toute femme et tout homme et bien sûr tout enfant. Donc je pense vraiment que nous devons vraiment nous positionner sur la mise en place de structures et qu'on puisse faire remonter vraiment la nécessité de mettre en place des prises en charge parce que je pense vraiment qu'il y a des moyens. Excusez-moi, mais il y a des outils à ça. Il y a des outils, il y a des forces vives, il y a des psychologues, ils sont là, ils sont présents, et la seule chose qu'on demande, c'est qu'effectivement qu'on puisse être à la pointe, avoir des formations, de manière à ce qu'on puisse communiquer, mais aussi on a besoin, pour pouvoir, on va dire, mettre en place des thérapies, il faut aussi répondre à la demande du patient. Si le patient arrive et qu'elle n'a pas d'endroit où aller, et que c'est violent, je ne sais pas, mais ça me laisse aussi, parce que c'est vécu constant, mais qu'on arrive et qu'on sait, on ne sait pas où elle va se retrouver et qu'on n'est pas bien parce que justement on prend part aussi à cette maltraitance. Elle se retrouve dans la rue, qu'est-ce qui va se passer? Ok, on sait pas ce qu'elle devient. Elle est morte, elle n'est pas morte, qu'est-ce que devient ses enfants? Donc je pense que c'est de l'ordre de notre responsabilité de pouvoir nous positionner là-dessus parce qu'à Saint-Martin, il y a des outils, il y a des soignants. Alors d'aujourd'hui, on n'a pas d'espace, même pour les enfants. Voilà. Donc rassurons-nous, je ne sais pas, moi je veux qu'on se rassure les uns les autres,
on travaille, on fait ce qu'on a à faire, sauf qu'on n'a pas d'endroit où les mettre et que c'est violent alors d'aujourd'hui qu'on puisse leur dire on est désolé, on ne sait pas ce qu'on a à faire, on va rappeler. Voilà. Tout à l'heure, je parlais de l'épuisement des soignants et je voulais m'adresser à vous et juste en fait vous remercier pour ce que vous faites. Vous êtes des gens très solidaires. Mais on est tous ensemble pour justement essayer au moins déjà de poser les choses, de se rencontrer, parce que moi j'en connaissais pas la moitié, donc je suis contente de mettre mon visage sur qui est là. Donc c'est vraiment une mérite de faire ça aujourd'hui. Et puis j'espère en tout cas que cette journée ça va pu soutenir aussi dans ce que vous faites depuis des années. Merci aussi, j'en profite, on ne dit jamais assez merci à ces salariés, donc voilà, qui sont en première ligne et qui reçoivent la souffrance des personnes et eux aussi qui se trouvent souvent démunis, sachant qu'ils ne sont pas formés à recevoir des femmes victimes de violence, donc on dépend. Donc déjà, je vais vous faire part de mon point de vue, après je pose kilo, je pense que ça vous surprend certains, mais c'est vrai que sur la question de l'hébergement, moi mon point de vue c'est que je me dis Saint-Martin c'est petit et c'est trop petit pour protéger les victimes. Et ma question c'était, les femmes qui ont réussi à avoir une place, qui sont restées 6 mois, 1 an pour rétablir leur situation, elles ont fait quoi après? Elles se sont trouvées un propre logement sur Saint-Martin? La plupart du temps, elles sont parties. Et je me dis, mais est-ce que qu'on ne pourrait pas utiliser les ressources finalement du territoire libyen qui sont à proximité pour penser à la protection de la victime? Parce que, effectivement, donc là, il y a une structure, je pense qu'il y aura une plus grande structure, tant mieux. Et du coup, après, si on n'est pas dans un cadre, par exemple, de protection avec la direction du téléphone en danger ou quoi, je me dis finalement, la victime, effectivement, on aura rétabli sa situation socialement ou quoi, psychologiquement, elle aura compris un petit peu le phénomène qu'elle a vécu, mais est-ce qu'après, finalement, elle continuera à être protégée? Je me dis finalement, un auteur, si quelqu'un il veut atteindre sa victime, c'est très facile à se remarquer. Donc en fait, je me dis, est-ce que sur la question de l'hébergement, est-ce que l'hébergement, il est possible qu'il se fasse ici? Je ne sais pas. Enfin, voilà, c'était mon point de vue, mais... C'est la problématique justement des femmes victimes de violence qui ne disent pas qu'elles sont victimes de violence, parce que de toute façon, vu que c'est tellement petit ici, on se retrouve. C'est ça, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à, je ne sais pas, un partenariat avec les tribus, avec les agglos, je ne sais pas, pour... Alors, je vais revenir plus loin. Là, le but de ces journées, c'est une première journée, c'est de se rencontrer. Jusqu'à présent, les gens ne se connaissaient pas. Et Myriam l'a dit, aujourd'hui on se connaît tous, on s'est vus, on sait qu'on peut travailler ensemble. Tout ça c'est très bien, mais ça ne nous concerne pas. Et ce sont des idées qu'on peut avoir, c'est très bien de le dire, mais ça ne dépend pas de nous. Donc je crois que déjà le premier pas c'était de se rencontrer, de se dire qu'on peut travailler ensemble, qu'on travaille tous déjà ensemble, mais sans se connaître. Déjà on met des visages, on sait à qui on peut envoyer et on va avancer. On est en train de vouloir construire Paris, mais on n'a pas mis la première pierre. J'exagère un peu. Les pierres, elles existent, les gens sont là, mais ils n'ont pas vu travailler ensemble. Donc, on va recréer et surtout affirmer la transversalité et la multidisciplinarité, ça c'est la première chose. Et ensuite, une fois que ça se sera acté, on va pouvoir faire des choses en plus. C'est le but de cette journée, c'est qu'on puisse dire, dans 6 mois, dans un an, on refait une réunion, et on a avancé. Et ce que vous avez dit là, c'est bien. C'est ce qu'on va faire avec les gens qui étaient là, c'est ce qu'on fera donc vendredi matin, c'est-à-dire qu'on va faire le listing des projets, et ensuite on le resoumettra et on va réavancer comme ça. Parce que là, c'est bien, on a des idées, on part, mais ça n'avance pas et on va tourner en boucle, et demain matin on est encore en train de se raconter la même histoire. Donc on a acté, je crois que c'est une belle journée, et on va laisser la parole peut-être de la conclusion à Mélanie et à Charles, pour d'autres questions, pour essayer d'avancer, parce que sinon, à 19h, on va encore se dire la même chose et on va sortir malheureux parce qu'on n'aura pas avancé. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, justement,
tous les professionnels cherchent à avoir des solutions, à trouver des réponses. Dernièrement, il y a quelques mois, j'avais fait une action collective, donc ce sont des réponses que je cherche à avoir autrement. Et j'avais pu rassembler donc, les partenaires, qui pour la plupart étaient présents. Et ainsi, on a pu tous parler sur la thématique des violences conjugales et comment travailler ensemble, donc avec la création d'un annuaire. Et voilà, après, c'est pas toujours facile avec les enjeux du temps, avec aussi là, on se réunit, on veut trouver d'autres supports pour pouvoir travailler ensemble, mais il n'y a pas toujours ça marche pas toujours. Parce que voilà, cette action, ça fait combien de temps? Il y a 2 mois. Et puis on n'a toujours pas d'annuaire. Donc voilà, après, je sais pas. Prémisse. Voilà. Non, mais en fait, ce que je veux rebondir sur ce que dit Priscilla, c'est que quand même on se connaît tous et on a quand même tous travaillé ensemble sur le sujet. Et c'est vrai que peut-être dans le temps, comme on se connaît et qu'on travaille déjà, on a envie que les choses avancent. Mais c'est sûr que nous, tout seul, on ne pourra pas faire avancer les choses. C'est des décisions qui doivent être prises plus hautes. Et c'est pour ça que peut-être il y a certains ressentiments et certains coups de gueule qui arrivent dans la réunion parce qu'on est prêt en fait, mais ça ne part jamais. On est dans les starting blocks, mais on n'ira jamais en fait. C'est peut-être pour ça qu'il y a ça. Il faut dire que ça va démarrer. Il faut le croire. Oui, vous vouliez intervenir, monsieur? Non, c'était simplement continuer sur l'histoire de l'annuaire. Parce qu'il existe, alors il n'est peut-être pas mis en pratique par rapport à tous les services, mais je crois que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a travaillé sur l'annuaire. Donc maintenant, charge à vous de mettre en rapport avec lui. Voilà, je crois qu'il existe quand même. Il y a un travail qui est fait sur ça. Maintenant, il faut qu'il soit opérationnel. Là, je suis d'accord avec vous. On va laisser la parole à... C'est bien pour ça que vendredi matin, j'espère que parmi vous, nombreuses seront les personnes qui seront présentes à cette réunion pour réfléchir à cette question concrètement, que pouvons-nous faire ensemble aujourd'hui. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est aujourd'hui. Il faudrait que d'ici 3 jours, tous les professionnels de quelque horizon qu'ils soient aient dans leur téléphone portable l'annuaire avec toutes les personnes qu'on peut contacter en cas de suspicion de violence. Alors après, il y aura évidemment des questions beaucoup plus complexes essentiellement pour des histoires de finances. Comment se fait-il que dans un territoire comme Saint-Martin, il n'y ait pas une unité médico-judiciaire? C'est quelque chose qui est tellement évident. Lorsqu'on sait que la proportion de prisonniers qui sont issus de Saint-Martin est très importante en Guadeloupe, comment se fait-il que ici, tout ce qui est en rapport avec la médecine judiciaire est tout à fait embryonnaire? C'est pas normal. Comment se fait-il qu'on n'ait pas d'hébergement? C'est vrai que c'est un problème. Il faut qu'ensemble, nous fassions quelque chose. Ensemble, tous les techniciens, tous les professionnels et les politiques, évidemment. Et c'est une grande chance que les politiques soient représentés au cours de cette journée. Ça veut dire que nous sommes dans le même bateau. Alors, avançons ensemble. Et voilà, je donne la parole à la politique. Moi, je voulais juste rebondir sur le fait que... Je voulais juste rebondir sur le fait que je pense qu'on sait quoi faire. Parce que c'est vrai que j'ai entendu plusieurs fois dans votre discours, cette difficulté de ne pas savoir quoi faire. Je crois que ce qui est bien frustrant pour retrouver les travailleurs sociaux, c'est qu'on sait quoi faire et qu'on n'a pas les moyens, nous, en tant que travailleurs sociaux, sans le vérifier parce que c'est politique, parce que c'est financier. Et je crois que ce qui est pire dans cette violence institutionnelle, c'est qu'on sait quoi faire. Mais on se connaît et on n'a pas cet accès à pouvoir faire des choses. Merci. Déjà, des gros remerciements au Dr Penn et au Dr Beninen pour cette journée. Puis je pense qu'aujourd'hui, vous avez Je tiens aussi à remercier les professionnels que vous êtes.
merci pour votre présence aujourd'hui, mais qui démontre bien qu'on a besoin d'entendre et on a besoin d'être entendu. Je remercie aussi des personnes, que ce soit associations ou intervenants du milieu. Et puis, je tiens à souligner quand même la présence des associations suivantes qui sont Femmes Vaillantes et Liaisons Dangereuses qui n'étaient pas au table ronde, mais dont je félicite quand même le beau travail de fait. Le dire un petit peu, Dr. Benguel, je ne suis pas une politique. Donc, vous avez bien dit pas de politique aujourd'hui. Donc, voilà, je suis une technicienne de la collectivité. Cependant, mon rôle au sein de la collectivité, Mélanie Hodge. Je suis intervenante en délinquance, criminologue, clinicienne. J'ai travaillé pendant 7 ans au Canada et je suis arrivée ici l'année dernière. Donc, vous comprenez le décalage entre tout ce qui est mis en place dans le système communautaire et puis Saint-Martin. Mais ce qui... J'apprends à ranger mes frustrations et puis à travailler donc le CLSPD, c'est le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Donc pour replacer un peu le CLSPD, c'est l'instance qui permet le dialogue entre institutions, que ce soit l'État, la préfecture, c'est la préfète, monsieur le président de la collectivité et monsieur le procureur de grande instance, du tribunal de grande instance de Basse-Terre, qui préside à 3 le CLSPD. Donc aujourd'hui, ma mission en fait était de représenter le CLSPD et de vous conforter dans le fait que le CLSPD aujourd'hui remodelé, je dirais dépoussiéré, si je peux me permettre cette phrase. Des actions ont été mises en place, fructueuses ou non. On travaille du point aujourd'hui où on en est, je dirais ça comme ça. Je rappelle quand même le financement du poste d'assistante sociale en gendarmerie, qui a été une action menée par le CLSPD. Et puis aujourd'hui, qui sera amené à être renouvelé dans l'année qui suit. La construction du foyer. Donc, en fait, c'était pas mon rôle de vous le dire aujourd'hui, mais je pense que j'ai été assez titillée aujourd'hui, donc je peux vous le dire. Le foyer était prévu en septembre-octobre, cette année, à être construit. Irma passant, la construction du foyer a été retardée. Mais rien n'est dit que le foyer n'existera pas à Saint-Martin. Donc je tenais quand même à vous dire que c'était dans le fléchage pour 2018. Malheureusement, Irma passant, la priorité entre guillemets, je pèse mes mots, a été placée finalement ailleurs pour 2018. Voilà. Et puis, comme Audrey l'a suggéré, la délocalisation du manteau, qui je pense sera quand même une grande avancée au point de vue, parce qu'on peut parler de ce qui sera visible, ça va être une action visible au niveau de la population et des personnes, des femmes qui sont en violence conjugale. Donc je pense que ce sont des actions qui vont être bien perçues par nous, professionnels, techniciens, mais aussi par la population. Je tenais quand même à rappeler qu'aujourd'hui, ma présence, en fait, c'est pour vous montrer que je suis là pour, en fait, sceller cette volonté de partenariat entre l'État, la collectivité et les partenaires professionnels, associatifs que vous avez. Puisqu'il convient en amont de la mise en œuvre d'actions pour améliorer la prévention des violences intraconjugales et justement l'aide aux victimes, un état des lieux de l'ensemble des dispositifs d'aide aux victimes existants a permis aujourd'hui, je pense, à affirmer le soutien des partenaires, à améliorer leur lisibilité, l'accessibilité, une cohérence et justement une complémentarité dans le réseau d'acteurs. Ce faisant, je tiens à vous annoncer qu'il sera créé un groupe de travail élargi au sein du CLSPD. Puisque le constat en fait sur le terrain a été fait qu'une multiplicité de personnes ressources sont aujourd'hui peut-être difficiles à identifier pour les usagers ou pour les professionnels. Nous sommes dans
dans la continuité des programmes d'action qui avaient été déjà soulevés. Je pense qu'il y a des professionnels de l'AXTAC qui ont participé à des groupes de travail, je crois qu'il y a 2 ans à peu près, si je ne me trompe. Et donc aujourd'hui, on en est là, à vouloir remobiliser ces acteurs. Et puis je tiens à vous affirmer que personnellement, je m'engage à animer ces groupes de partage et de travail à vos côtés, au niveau de la collectivité et de l'État. Donc je vous sers de relais. Ça sera plus à vous de me donner les informations. Aujourd'hui, il est important que ces groupes soient également chargés d'assurer une remontée régulière d'informations, bien sûr anonymes, mais surtout statistiques. Vous avez bien vu qu'aujourd'hui, à Saint-Martin, nous sommes pauvres en chiffres. C'est bien dommage de pouvoir se positionner sur des chiffres de la France métropolitaine, de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie, alors que nous, on n'est pas capable, nous, d'avoir nos propres statistiques. Donc ça va être vraiment, je pense que c'est ma casquette criminologue qui parle, mais ça va être important qu'aujourd'hui, nous puissions reconnaître nos propres statistiques. Donc voilà, écoutez, ça a été un plaisir de partager cette journée avec vous, Dr. Pen, Dr. Bengen. Vous avez réussi à me mettre assis sur une chaise depuis ce matin 8 heures jusqu'à maintenant. Le téléphone a sonné, je m'excuse plusieurs fois. Mais en tout cas, c'était toute l'importance qu'aujourd'hui le CLSPD pouvait donner à cette journée, et pouvoir mettre des mots pour des victimes sur ce qu'elles vivent à la maison. Je pense que ça sera le premier pas qu'on puisse se demander de faire. Et puis je vais rebondir un peu, Monsieur Régnat, je pense que vous connaissez mon franc-parler. Aujourd'hui, une grosse manifestation avec des grosses pancartes, je ne pense pas que ce sera la réponse aux victimes. On va déjà ensemble relayer au niveau des instances. Et puis après, pour ne pas stigmatiser justement la victime, on va travailler entre nous, professionnels, porter nos résultats et nos attentes de terrain, parce que finalement, le politique aujourd'hui a besoin de vous qui travaillez sur le terrain et pour qu'il ait des faits. Et voilà, donc on se sert de moi aujourd'hui pour pouvoir relayer à nos instances. Merci beaucoup.